Salut, bon, on va reprendre en fait, je vais faire une vidéo sur justement le loto, puisque je suis tombé sur quelque chose de pas mal, où il y avait aussi en plus un site où ils ont mis des probabilités. Bon, moi je trouve ça un peu tordu, puisque comme je vous dis, moi je suis très pragmatique, et vous allez comprendre là en fait l'essentiel, le problème que vous allez rencontrer, puisque c'est bien de voir, comment dire, le nombre de probabilités, etc. et les combinaisons, etc. Mais en fait, vous allez voir qu'il y a autre chose qui va ressortir, puisque là, moi, j'ai commencé, vous avez vu sur le site, j'ai mis en fait les chiffres bruts du loto pour rigoler en fait par rapport à l'algèbre, l'écriture, l'hébraïque. Et en fait, en dessous, vous avez justement un tirage tout en bas. À un moment donné, j'ai pris des numéros au hasard en fait, entre 0, entre 1 justement et 49. Mais par contre, quand on les calcule, on est obligé de prendre en compte que c'est 4 paquets de 10 et justement 9 chiffres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les 4 paquets de 10, il faut enlever, euh, vous arrivez à 44. Parce qu'en fait, on compte à chaque fois dans les paquets de 10 de 0 à 9. Donc dans les calculs, déjà là, il y a des problématiques si vous ne faites pas ça. Donc maintenant, ça n'empêche pas qu'on compte le nombre de nombres, donc on les rajoute en fait. Ces nombres-là, on peut les rajouter dans la constante. Le nombre de paquets de 10, en fait, bah, c'est à 1 à chaque fois qui se rajoute 10. Donc 10 paquets de 10, ça fera 11 en fait, vous voyez. Donc on retrouve justement ce nombre de nombres. Donc euh, maintenant, ce qu'il faut comprendre essentiellement, maintenant, on ne va plus partir dans les probabilités, dans les calculs, parce que ça, c'est une chose. Donc ça ne va pas vous amener en fait à trouver le résultat, à savoir quand est-ce que la boule va tomber, etc. Ça, c'est complètement faux. Il ne faut pas oublier que la science, elle est déjà physique, c'est métaphysique. Hein. C'est pas juste comme ça. Trouver, en fait, c'est très bien de trouver toutes les algorithmes, on va dire, qui vont même gérer ça, puisque d'ailleurs c'est ce que je vous ai posé, mais c'est ce qui, moi, me fait remarquer plein de choses et que je pensais déjà par intuition. Hein. Donc maintenant, bah ça va avec, hein. Sinon je serais jamais, j'aurais jamais été attiré par ça. Donc maintenant, ce que je vais vous faire comprendre, là, Daniel, ce qu'il va falloir comprendre, et d'autres aussi qui se posent aussi la question et qui se penchent là-dessus mathématiquement, pour confronter et puis voir en plus de ça comment c'est fait. Puisqu'il faut savoir que toutes les mathématiques qu'on a aujourd'hui dans toutes les formes de machines, on garantit à celui qui a la machine en fait que ce qu'on lui met comme système en fait, comme carte mère et comme exploitation en fait dans cet algorithme de jeu, bah, ça garantit déjà ce minimum. Mais on ne touche pas aux bordures, c'est-à-dire que on a pris un nombre de nombres et on a mis en fait ce qui était sûr dans les contours, jusqu'à arriver dans les contours, pardon. Donc tout ce qui est entre les contours, on s'en fout en fait si ça dépasse, on va dire, dans l'arithmétique. Eux, dans la machine, ils ont pris justement toutes les combinaisons liées à 49. Mais ce que je vous ai montré, c'est que 49, c'est un nombre premier. Donc il y a un hic déjà là. Comment voulez-vous que, dans le principe des nombres premiers, tous les multiples vont se baser au nombre premier, puisque vous ne pouvez pas, en nombre entier, hein, donc dans une boule, hein, c'est des nombres entiers, il n'y a pas de virgule, vous ne pouvez pas, comment dire, justement, vous ne pouvez pas faire le calcul. Donc vous êtes obligé de revenir en arrière, donc de vous dire que c'est 49 numéros, 49 boules, 49 nombres, et reprendre les principes des calculs, justement, des paquets de 10, comme je vous disais, et le paquet de 9, qui en fait vous amène à 44, puisqu'il y a 5 qui s'enlèvent. 5 parce qu'on enlève, on part du principe que dans le 9, aussi les derniers 9, on repart de 0 à 8. Donc c'est les 9 nombres. Hein. Donc il y a un ordre, hein, c'est ordonné dans la suite. Puisque justement, c'est pour ça que dans la deuxième ligne, je vous ai mis de 0 à 9, et puis ça continue après dans les parenthèses, et on voit les autres 0,9 en fait, qui sont simplement 10, 11, 12, à 19, après vous avez le 20, etc. Et ça repart encore de 0, parce qu'après le 2, il y a le 0, jusqu'à 9, donc jusqu'à 29, etc. Donc là, nous avons les positions des boules dans l'architecture, on va dire, dans une mesure homogène. Donc quand on continue justement ce raisonnement-là, vous allez voir que fur et à mesure sur la feuille, je vous ai mis au hasard comme ça des nombres, mais je peux en mettre 2 et 3 et les situer dans le temps par rapport à toutes les possibilités en fait qu'il y a dans un même rythme, dans une même constante. Donc là-dessus, on est d'accord.
Mais maintenant, je vais vous poser moi un problème ici qui va vous amener à vous dire, mais en fait, il a trop raison. Tous ces gens-là, en fait, ils auraient dû penser à ça. Et moi, j'en parlais. Hein. C'est que nous sommes dans un espace. En fait, physiquement parlant, euh, ces boules-là, elles sont traitées dans une, il y a une pression atmosphérique et elles-mêmes, elles sont massives, elles ont leur poids, elles ont leur volume dans un volume. Et ce volume-là, c'est cette fameuse boule où sont lâchées les boules, qui sont à chaque fois ordonnées de... En fait, ils sont relancés, donc ils ne sont même pas en plus posés à l'intérieur, donc c'est plus facile. Hein. Donc à chaque fois, les boules vont glisser dans la boule. Donc il faut savoir le point central d'ici du bras, en fait, qui tourne ici, et où il s'arrête entre justement la première surface à l'intérieur, et calculer aussi celle de l'extérieur. Donc on a l'épaisseur justement de la vitre du plastique ici, donc, et les boules qui arrivent. Donc il y a le trou, il faut la position exacte du trou en fait. Donc maintenant nous allons pouvoir avoir les mesures en fait de chaque boule, donc une boule qui soit numérotée de 1 jusqu'à 49, en fait, ont un poids elles-mêmes, elles ont leur centre, donc il y a un diamètre, en fait. Hein. Vous voyez? Donc maintenant, c'est calculer tous les rebonds entre elles, entre eux, et c'est calculable par rapport au volume, justement, et à l'espace, et justement à ce fameux, cette fameuse, on va dire, c'est comme une forme de, pour balayer, une balayette, hein, qui tourne à une certaine vitesse. Donc il faut connaître en fait que ici, bah, ça tourne à 360 degrés. Okay, donc qu'elle-même, elle a sa durabilité, il faut aussi avoir les mesures, sa densité, etc., de cette palette, de tous ces éléments-là, hein, toutes ces droites, hein, tous ces points-là, hein, tout simplement, c'est toujours pareil, c'est de la physique. Donc une fois que vous avez tous ces éléments-là et la vitesse dont elle tourne et quand elle démarre, donc et vous pourrez faire une remarque aussi, c'est quand les boules elles arrivent et que tout le temps le mécanisme est le même, vous allez voir qu'il y a tout le temps, et puis ça dépend comment elles se poussent entre elles aussi. Hein, il faut calculer aussi quand elles se touchent au moment où il y a le déclic, où elles sont lâchées, elles vont rebondir aussi elles entre elles. Hein. Donc tout ça, il faut le mesurer malheureusement, parce que c'est toute l'arrivée des chutes. Donc c'est de la physique. Une fois que vous avez le poids, les diamètres en fait par rapport à leur balancement, etc. Donc à l'intérieur, à un moment donné, on va voir que ces 49 boules, bon, elles sont plus petites que là, je les dessine, mais on les verrait pas, on les verrait moins. Donc il faut imaginer toutes les boules ici qui sont en train de tourner et de se faire taper en fait, donc avoir les volumes des vents, vous voyez, qui partent. Donc vous comprenez qu'il y a un sens. Donc et tous les rebonds, en fait, dans les boules, leur impact ici de la boule qui va sûrement taper par là, en fait, pousser celle-ci par là, etc. Il faut avoir tout, en fait, toutes ces mesures-là. Donc maintenant, c'est de la physique, hein, on le fait déjà en fait. Hein. Le GPS, c'est encore plus compliqué que ça. Hein. Donc ça, quelqu'un de physique, de physicien, puisque de toute façon, on mesure déjà tout ça dans les volumes, même dans un calcul, dans une architecture d'un ordinateur, on le fait déjà. Sinon, les espaces, on ne pourrait pas créer un volume dans un jeu, etc. On ne saurait pas faire tout ça. Donc on peut calculer les rebonds de ces éléments-là par rapport, encore une fois, comme je vous ai dit, à leur poids, le poids, la densité, etc. de ces matières-là. Donc poids, mesure, longueur, le diamètre, etc. Voyez. Donc c'est pour avoir le volume, les rebonds, voyez, dans l'espace. Donc en gros c'est ça. Une fois qu'on a ces principes-là, maintenant vous pouvez simplement comment expliquer? Dans le lâchage de chaque tour, puisque comme ils ne sont pas posés dedans, c'est comme si on laissait des cartes comme elles sont. Si les boules étaient à chaque fois dedans, avec 2-3 roulements, on pourrait situer. Mais là, le fait que justement, on n'a pas ça, à chaque fois les boules elles sont lancées, donc ce qu'il faut comprendre, c'est déjà calculer toutes les probabilités entre elles pour qu'elles se touchent et elles se rebondissent et les avoir toutes ici. Hein. Déjà, il faut mesurer déjà ce point de départ ici pour avoir toutes les mesures ici de leur arrivée dans
dans justement la sphère. Donc à partir de là, ça va donner le départ, puisque quand elles vont arriver, elles vont commencer à se faire balayer, ça va donner le départ en fait des écarts par rapport à leur poids, etc. Donc à partir de là, je ne sais pas si vous imaginez que même à 10%, moi je garantis jusqu'à même plus de 10% de marge d'erreur dans les infinitésimales, que quoi qu'il arrive, de toute façon, ça sera justement, comme on dit, un équivalent garanti dans les rebonds qui amène en fait à calculer encore une fois que les palindromiques, les fractales, des essentiels en fait, des points essentiels dans tous ces calculs. Les autres, on ne va pas les chercher, mais on sait qu'ils sont là, on sait qu'ils vont avec, encore une fois, et s'occuper justement de ça pour arriver à amener une probabilité à 90%, mais qui en fait est 99 en vrai. Parce que c'est infinitésimal, les 10%, c'est vraiment, justement, c'est que ce petit truc-là qui va être tendu, mais il sera dans la globalité à chaque fois des grosses sommes, des analyses, on tombera à chaque fois sur que du sûr, parce qu'une fois qu'on a cet ensemble, comme je vous dis, ça reste physique. Hein. Et la physique, c'est mesurable. On peut pas. Vous mettez 2-3 boules, vous verrez que ça fonctionne. Hein. Donc voilà. Après, comme je dis, quand elles tombent ici, elles tomberont toujours plus ou moins de la même manière, mais c'est tellement petit au départ que c'est pas ça qui va engendrer on va dire, c'est pas ce point-là qui va engendrer l'effet papillon. C'est au moment où elle se fera balayer. C'est ça, c'est au moment où ils se font balayer chacune, et entre ces écarts-là plus cet écart-là, va jouer potentiellement sur son élan, ça va jouer en fait des angles là où ça va taper par rapport à la zone, comme c'est rond, vous voyez, c'est très complexe, et voilà, si par rapport à la frappe, tout doit être calculé, puisque le rebond suivant est lié à même si un tout petit peu plus vite, un tout petit peu plus bas, un tout petit peu plus haut que quand il arrive le second, le troisième, ou même les autres fois, les mêmes qui arrivent, que ce soit des petits angles-là, ben c'est chaotique au moment de la frappe. Parce que si l'angle bouge de un petit degré, 0,1 degré, ben ça va changer sur les rebonds. Mais pas dans l'ensemble, on va dire, à un moment donné. Donc tout cela, ils vont se retrouver. C'est pour ça que c'est comme des sommes. Donc on va regarder en plus les autres et après on va observer que ceux qui reviennent tout le temps, dans l'algorithme, il y en a un qui l'a fait, qui était très bien en plus. Il a en fait, lui, il est parti, pour moi c'est le plus intéressant de tous ceux que j'ai vus parce que lui, il est parti vraiment on va dire, il est parti des rythmes des résultats. Donc il a pris en fait les timings par rapport au calendrier et les sorties de tout le temps des lotos, et en fait il a pris simplement les arrivées, il a pris que les résultats et leur rythme, et à force de schématiser ça en fait, etc., il a réussi au fur et à mesure à remarquer justement que ceux qui ont une particularité constante. Donc quand il l'a fait au fur et à mesure dans les dates, etc., et ceux qui viennent à chaque fois, vous voyez, donc à force de mettre les numéros avec les dates, vous allez voir que dans un rythme d'une semaine, ou d'un mois, ou de 10 jours, etc., vous allez avoir des choses certains numéros qui vont revenir dans un rythme. Et ce rythme-là, vous les remettez à chaque fois, etc., et vous allez voir les plus communs dans le temps, et vous allez avoir une mesure à partir de là. Mais c'est une mesure, encore une fois, comme j'ai dit, elle est incomplète, puisque ces pourcentages-là, justement, vont être diminués, parce que lui, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il part de la solution, on va dire, et il va chercher à joindre les deux bouts par rapport à tous les rebonds et toute la physique, parce que c'en est le résultat. Dans le timing, etc., des résultats de chaque moule. Donc ça comporte justement tout le chemin inverse que je dis là. Donc par la solution, moi justement, lui, il peut y arriver avec ses schémas, mais par contre, encore une fois, il faut reprendre les décalages, comme je dis, des 44, il faut maintenant justement qu'ils prennent conscience de l'architecture complète des maths, pour pouvoir poser ça à l'intérieur, justement, et aller plus loin dans son raisonnement, puisque là, actuellement, il bloque. Et je vois pourquoi, parce que c'est lié. Parce que justement, dans notre algèbre d'aujourd'hui, initiale qu'ils ont, bah, en fait, bah, c'est limité dans les bordures. Donc, on trouve, même avec ça, d'autres choses, mais on ne fera que tendre, en fait. Donc, ça résoudra pas la bordure. Ça fera que tendre, voir que, bah oui, c'est une constante. Des fois, on confond le bout et la bordure, en fait, et les côtés. Donc, les sinus et les cosinus, comme je dis, des fois, on les mélange. Donc, après, en fait, il y en a même un autre. Il y en a un troisième qu'il faut intégrer. Bon, bref, bah voilà.
En gros, c'était ça que je voulais dire pour le loto. Donc une fois qu'on a ça, après, à partir de là, moi, je peux aller plus loin. Mais effectivement, je peux imaginer n'importe quel diamètre, puisque c'est linéaire, hein, avec la méthode phi, elle est bonne, le raisonnement, mais justement, elle est limitée parce que vous n'arrivez pas à vraiment le calculer, trouver un chiffre lui, est soi-disant donner tous les chiffres. Mais en fait, c'est faux. C'est leur raisonnement qui amène à ce chiffre. Et les raisonnements doivent amener à tous les chiffres, à tous les quadriller, à les trouver tous et à les travailler à leur mesure pour justement ces solutions-là qui sont à côté. Sinon, on tomberait que sur dessus et puis on compliquerait à chaque fois. Donc, ce serait beaucoup plus simple à chaque fois d'avoir, on va dire, cette notion de cadrer tout et d'avoir justement toutes les variables. Donc, ça amène une précision illimitée. Vous voyez? Donc on simplifie tout le temps, on part tout le temps là où on veut. On n'utilise pas juste un truc pour pouvoir après dire bon ça c'est ce qu'on a fait de mieux, donc on va, comme ça marche pour le reste, ben, on va l'utiliser. Mais en fait bon, on va utiliser les 4 premiers après la virgule parce qu'après ça va déranger dans certains domaines, vous comprenez, etc. etc. Ils vont en utiliser jusqu'à 8, ils ont dit maximum. Donc après, le reste, ils ne comprennent pas pourquoi, ils voient que voilà. Mais voilà, ça prouve que scientifiquement parlant, quand ils l'utilisent, ils retombent justement sur des choses comme ils ont quelque chose, juste ces choses-là qui ressortent, mais le reste ne peut pas ressortir puisque c'est limité justement. Mais là, avec la précision, ils vont pouvoir voir tout le reste à côté et comprendre pourquoi, puisque justement, moi, je vais dans toutes les lignes comme je les montre, et je le sers de plus en plus jusqu'à phi, et d'ailleurs, je peux même le faire avec phi, mais le problème, c'est que comme c'est plus compliqué pour expliquer en fait à chaque fois comment les formes prennent forme, etc., comme le fameux coquillage en fait qui tourne comme ça, vous voyez, donc une coquille, vous avez vu phi, hein, c'est les proportions qui tournent et qui grossissent. Donc c'est ce calcul, ce raisonnement-là qui peut amener en fait au bout du compte à dire qu'il y a 1,618, on va dire, ça c'est pour eux, ceux qui sont sûrs, on va dire, mais en fait il y a un décalage, il est minime même à ce niveau-là, mais il y en a un, mais il ressort, moi je sors phi, hein, je l'ai déjà sorti même par le même système, mais sauf que justement j'ai pas les mêmes numéros, alors qu'il y a, tous les principes dedans, tous les principes ils sont. Donc, bah, c'est de la géométrie, après, c'est ce qui amène justement, c'est de l'alchimie, ça amène à calculer tout ça pour pouvoir voir justement comment les entiers se créent, mais un entier, comme je dis, il dégage en fait, même à l'intérieur et à l'extérieur, il se décompose et se compose tout le temps. Donc c'est là où justement ils ont des problèmes. Mais dans la constante, on peut le voir quand tout est cadré, quand justement vous avez une structure complète. C'est pour ça que c'est important pour vous de résoudre et de comprendre en fait ma résolution des additionnels, hein, qui a une prime d'ailleurs qui est posée depuis un moment. Donc moi, ça m'aiderait aussi quelque part à développer. Il y a aussi la résolution des nombres premiers. Donc je vous montre en fait tout ce que peut amener la ligne D1. Il suffit d'enlever tous les autres. Donc tout simplement. Donc là, c'est pour voir dans l'arbre au niveau et mesurer ce que je dis. Mais quand je dis tous les autres, il faut déjà remarquer qu'il y en a dans 2, qu'il y en a dans 3, qu'il y en a dans 5 et qu'il y en a dans 7. Donc comme par hasard, ce sont en plus le noyau de base, hein, c'est les 10 premiers nombres. Donc les autres, non. Les autres, ils n'ont rien. Vous pouvez descendre tout le temps, il n'y aura jamais rien. Vous n'aurez aucun nombre qui va apparaître. Par contre, parce que justement, moi, mon système, c'est ce qui permet de prouver vos blocages et la direction que vous prenez actuellement, justement, dans l'évolution des mathématiques. Maintenant, vous avez évolué, on va dire, les nombres premiers, vous les avez poussés, et vous êtes au sigma, vous êtes au niveau des abondances, égale 2, justement, 2n, etc. C'est ce que je vous pose, alors que je vous dis qu'au bout du compte, c'est tous des n. Si vous voulez être précis et comprendre en fait toute la structure et chaque fois tout l'encadrement de toutes les projections angulaires, parce qu'on revient à ça, c'est des angles, hein, que ce soit au niveau comme j'explique, de ce qui dégage chaque objet, donc de chaque entier, quand il se compose et se décompose constamment depuis toujours d'ailleurs, depuis le putrescible, hein, parce que sinon on n'est plus un imparfait, on serait au parfait, et le parfait bah, c'est l'imputrescible, c'est-à-dire c'est comme si qu'il y a un objet qui apparaît, et depuis qu'il apparaît, il ne bougera jamais. C'est-à-dire tous ses composants sont constants. Ce serait, comme je dis, une énergie qui tourne tout le temps dans le même point, dans le même sens. Vous voyez ? Donc là, c'est vraiment atomique, c'est vraiment astronomique aussi, parce que s'il y a les deux, bah là, vous êtes dans l'annexe, vous n'êtes plus dans le connexe. Parce que là, dans le connexe, c'est à base de putrescible. Hein. Je suis désolé, puisque sinon, on ne pourrait pas mesurer. Enfin, on ne pourrait pas mesurer, justement, la durabilité.
Parce que dans l'imputrescible, vous n'avez plus besoin de mesurer la durabilité, puisque la durabilité, elle n'a plus de mesure. Elle est entière. Donc maintenant, c'est là-dessus qu'il faudra bien raisonner par rapport à tout ce qui est ésotérique et amener ça très pragmatique, parce que ça va avec aussi, mais il faut l'amener de manière pragmatique. Il faut que ce soit joli dans les nombres. C'est-à-dire qu'on montre, comme je l'ai déjà fait dans les vidéos, les bosons, les familles des bosons, les familles qui traitent avec à cette échelle, en fait, parce qu'il y a aussi des autres qui ne sont pas des bosons. Donc bah voilà, que dans chaque élément, vous en avez 3, quoi qu'il arrive. Donc quand je dis ça, c'est toujours un noyau de 10, hein, parce que ce qu'ils appellent le noyau, le centre, où il y a tous les neutrons, les protons, etc., les boules là qui se font, en fait, déjà elle-même, elle est basée de 10. Hein. Après, il en faut d'autres, un ensemble, et à chaque fois, vous allez tomber sur des rayons de puissance, mais ça, il faut le comprendre, vous le verrez au fur et à mesure. Donc, et cela traite à chaque fois en E avec justement 3 couches, vous voyez. C'est pour ça qu'on est, que dans de la 3D, c'est du plus ou moins diffus ou granulé, parce que ces 3 couches-là, qui sont autour d'énergie, qui ont 3 couleurs d'ailleurs, et ces 3 points, ce sont en fait il y a les carbones dessus, et en fait, ce sont les quarks. Hein, ce sont les quarks. Donc ces quarks, bah, dedans, il y a des bosons, et il y en a qui ne le sont pas. Donc voilà. Et bon, il y a d'autres familles encore. Donc maintenant, une fois que vous aurez un peu saisi tout ça, mais on va y amener, là je vais arrêter parce que ça fait déjà long, après on s'évade un peu. Mais c'est vrai que c'est bien pour amener, au fur et à mesure, à habituer en fait à ces notions de ramener toujours à la structure, parce que ce qu'il faut comprendre, le plus difficile, c'est quand on part d'une chose qui est totalement abstraite et qu'on lui met une ligne, qui devient en fait elle-même l'expansion, qui devient elle-même la matrice, en fait, quand on la voit dans un principe ordonné, mesuré, au carré, par son énergie, et en fait viable, justement, après son courant électrique, électromagnétique, et on va dire même plus profondément platonique. Donc c'est là où on revient justement à comprendre tout le cadre des 9 dans les puissances sur les plafonds, et d'amener de 0 à 9, de 9 à 99, de 99 à 999, parce que ce sont que des paquets de 10 qui eux-mêmes sont que des puissances de 10 puissance 10, puisqu'il y a les virgules, et il y a le dernier 100% qui amène au fameux zéro total, qui est 0,1, et 10% de ça, c'est 0,0.1. Donc tout simplement. Et après, quand on veut fondre, quand on veut descendre en fait même le noyau global, l'ensemble, donc des 1, des 0, des 1, des 2, etc. Vous voyez, enfin, c'est un mouvement d'énergie de 360 degrés, et dedans, en fait, vous avez tous les degrés qui descendent de 359 à 1, mais sur 9, sur 10 en tout, avec, vous voyez, sur 10 éléments qui ont tous 3 couches et qui ont tous indépendamment par rapport à leur angle au carré, à l'intérieur, du plus diffus au plus granuleux, dans leur diffusion en fait associative du mouvement platonique. Donc c'est là où il faut comprendre, où je vais vous amener maintenant avec les deux en fait, à comprendre tous les Big Bang, et puis le reste, hein, parce qu'après, à l'intérieur, il y en a d'autres, etc. Et vous allez suivre en fait que, fur et à mesure, la clé va vous amener à avoir un bébé, en fait, qui va évoluer, en gros. En fait, tout ça, c'est comme un bébé qui grandit, en fait, c'est l'imputrescible qui va fondre, et au bout du compte, on va rejoindre la next, en fait, et tout va redevenir imputrescible. Ça a été au départ comme ça. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui a fait que, bon, après, il y a eu l'histoire de Adam et Ève, et c'est lié, puisque si Dieu, en fait, par exemple, dans le Coran, il les écrit de tous ceux qui ont été dans l'unicité, hein, mais je parle de ça, vous pouvez remonter dans toutes les ethnies, toute l'histoire qu'on remontera, etc. C'est basé sur des maths, des principes, des sentiments. Donc ceux qui sont amenés à l'unicité, donc à penser qu'il n'y a qu'un créateur, c'est que c'est lié aussi à la science, c'est lié aussi à ce qu'ils ont remarqué dans la vie. Donc, toutes ces choses-là qui sont annexes en fait à ça, bah, ça va amener en fait à une logique tout simplement. Donc bon, on y retournera au fur et à mesure, mais moi je préfère faire parler les maths et pas spolier beaucoup, parce que je préfère quand aussi les gens s'y amènent d'eux-mêmes et voient un peu le chemin dans le sens où en fait bah, le sens de la foi en fait. Hein.
ce qui va endurcir cette éducation, on va dire. Bon, bah, à bientôt.